Bonjour et bienvenue dans ce 75e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 40 ans, biographe prête-plume, passionnée par l'écriture. Parallèlement à mon activité professionnelle, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas seulement. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, celui que j'appelle mon premier roman, c'est l'Inde de Suraj. Alors pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule « Essais comiques sur les hommes de ma vie ». Pour m'aider à travailler ce deuxième texte, je suis un atelier d'écriture grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment d'un diagnostic éditorial. C'est ce retour que j'attends aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous parle de dramaturgie, d'objectifs de personnages, d'effets catalogues, de retours de jeunes lecteurs, de langue, de littérature jeunesse, de lenteur, de ce qui rend un personnage attachant, de proactivité, d'une règle dramaturgique incontournable, de choix, de la structure en 3 actes et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en juin 2024. Bonne écoute à vous. Le dimanche 2 juin 2024. Je continue à travailler sur la dramaturgie d'Yves Lavandier et d'analyser l'essai comique et surtout l'Inde de Suraj parce que c'est là où c'est très compliqué avec ce texte. Il y a énormément de choses dont je veux parler. L'intrigue est extrêmement complexe. Les personnages, pareil, et j'avoue que je me perds un peu entre tous les fils que je cherche à mettre en place. Je veux dire beaucoup trop de choses avec ce texte. Bon, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent pu vous dire par rapport à l'Inde de Suraj. Donc j'essaye un peu de démêler les fils, mais c'est pas évident. Là, ce matin, je me suis rendu compte d'une chose. C'est-à-dire que Olivia a un objectif très précis qui est de réaliser un documentaire sur le Gotül. Donc quand on entre dans l'histoire, on ne sait pas ce qu'est le Gotül, on ne sait même pas ce qu'elle vient faire en Inde. On sait juste qu'elle a un projet, mais on ne sait pas de quel ordre il est. Donc tout de suite, ça peut être un peu intriguant pour un lecteur. Ensuite, peu à peu, je dévoile les éléments qui permettent de faire comprendre quelle est la teneur de son projet, pourquoi elle y tient, et en même temps, j'explique un petit peu quelles sont ses problématiques, quel est son besoin inconscient, etc. Il y a un personnage d'ailleurs que je vais peut-être rajouter. Ça serait un personnage de meilleur ami, qui n'existait pas auparavant. Mais je pense que ça serait utile d'avoir un confident pour Olivia. Alors même s'il n'est pas avec elle en Inde, qu'elle puisse de temps en temps la voir au téléphone, par internet, par mail ou quoi que ce soit d'autre. Je me souviens plus trop des outils de communication à l'époque où se passe mon voyage. C'était en 2014 et Internet a déjà beaucoup évolué depuis. Par exemple, Zoom n'existait pas à ce moment-là. Alors je crois que WhatsApp existait, mais je suis même pas sûre en fait. Ou c'en était au balbutiement. Il y avait Messenger ou Facebook, en tous les cas la messagerie de Facebook était déjà en place. Je sais que je l'utilisais, ça c'est sûr, j'utilisais aussi les mails. Je me souviens plus les autres outils de communication que j'avais utilisés. Je me souviens surtout que c'était très compliqué d'avoir des connexions internet dans les endroits où j'ai pu loger parce que le Wi-Fi était complètement instable, la connexion très mauvaise. Il fallait que j'aille dans des cybercafés pour pouvoir me connecter. Et souvent dans les hôtels, le Wi-Fi, même s'ils annonçaient Wi-Fi inclus, il n'y avait pas de Wi-Fi. Surtout pas dans la chambre. À la limite, à la réception, c'était possible de capter quelque chose, mais dès qu'on était dans une chambre, il n'y avait plus rien. Donc il faut aussi que je me rappelle un petit peu de ce qui marchait pas, pour pas faire d'incohérence historique, même si historique n'est peut-être pas le terme qui convient ici, d'anachronisme, on va dire. Ceci étant dit, je me suis rendu compte que là où il y a une espèce de flottement, c'est que donc Olivia part avec un projet très précis, elle rencontre le guide avec qui elle décide de travailler, seulement il a un empêchement et il ne peut pas l'emmener tout de suite sur le lieu où elle pourrait commencer à travailler sur son projet. Et moi, dans la version originale de mon texte, à la place, il l'emmène dans sa famille, dans un petit village perdu dans la jungle, où en fait c'est l'immersion d'Olivia dans le quotidien d'une famille indienne. Donc moi je trouvais ça très intéressant de faire découvrir à un lecteur qu'est-ce que c'est
que le quotidien d'une famille indienne dans un petit village de la jungle. Enfin voilà, c'est quand même assez atypique comme expérience pour que ça puisse intéresser les gens. Sauf que quand j'emmenais Olivia là-bas, elle perdait complètement de vue son projet. Sachant qu'un objectif, pour que le lecteur y croie et qu'il s'y rattache, il faut que ce soit un objectif très important pour le protagoniste. S'il est capable de le lâcher en 2 secondes 5, ou de le mettre entre parenthèses, etc., c'est peut-être que il n'y tient pas tant que ça. Et donc on le perdait complètement de vue pendant une semaine, une dizaine de jours, ce qui faisait quand même un certain nombre de pages dans mon roman. On partait sur une espèce d'autre intrigue qui soulevait d'autres questions. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler ici, parce que sinon vous n'allez plus avoir tellement de mystère si un jour vous avez l'occasion de lire ce texte. Mais en tous les cas, on perdait de vue l'objectif initial d'Olivia. Je pense que c'est ce qui fait qu'on m'a souvent fait le reproche que mon personnage était passif, parce qu'évidemment, elle ne fait rien pour essayer d'atteindre son objectif, donc ça fait d'elle un personnage passif. Et puis je pense aussi qu'un lecteur peut perdre un petit peu le fil de mon histoire et se demander à un moment, mais où est-ce qu'elle va en venir, quoi ? Ça part dans tous les sens. Mais je tiens absolument à garder quand même ce passage où elle est un peu empêchée de pouvoir réaliser son projet, déjà parce que ça constitue un obstacle, parce qu'il va se passer des choses pendant ce temps-là. La relation aussi entre mes 2 personnages principaux se développe beaucoup à ce moment-là. Puis il y a toute une partie de l'Inde, en tous les cas de ce coin d'Inde, qui se révèle à ce moment-là. D'un point de vue simplement documentaire, je trouve ça super intéressant. En tous les cas, j'ai envie d'utiliser ce contexte-là. Mais il ne faut pas qu'elle perde de vue son objectif. Et là, ce matin, j'ai eu une idée par rapport à ça. Ce qu'elle pourrait faire pour continuer à travailler sur son projet en parallèle de ses premiers jours dans la famille de Suraj. Elle pourrait le questionner sur le Gothul, ce qui permettrait de distiller les informations par rapport à ce lieu, par rapport à ce rituel. Et puis, il y a des choses que je peux pas trop vous dire, mais il y aurait un autre paramètre aussi que je creuserais en parallèle de ça, où on sent que Suraj n'est peut-être pas celui qu'on croit, quoi. Voilà, j'ai envie qu'il y ait un mystère un peu autour de lui, j'ai envie de jouer avec ça, et il faut qu'on sente tout le long, même si Olivia se laisse un peu emporter dans la danse au pas de Suraj, elle n'a pas perdu de vue son objectif, et je fais des piqûres de rappel régulières. Alors que là, dans la version actuelle, je l'ai complètement laissé de côté, quoi. À partir du moment où elle part dans sa famille, dit bon, bah là, pour l'instant, je peux pas travailler sur mon projet, donc je le mets de côté, je le mets entre parenthèses, et je reviendrai quand ce sera possible de le réaliser. Si c'est un événement qui a pu se passer comme ça dans la vie, dramaturgiquement parlant, c'est pas tellement vraisemblable. Parce que un personnage qui a un objectif, s'il y tient vraiment, il le met pas entre parenthèses, sinon on a du mal à y croire. Ça marche pas. Donc là, il faut que je retravaille là-dessus, et ça participe à ce concept-là qui est de tenir mes fils. C'est très drôle parce que j'ai une idée extrêmement claire du démarrage de mon intrigue, et à partir du moment où elle arrive chez Suraj, là, c'est beaucoup plus flou. Je ne sais plus trop dans quel ordre sont les scènes, qu'est-ce qui se passe vraiment, et en fait, j'ai l'impression que s'il y a un espèce de flou artistique à ce moment-là, c'est parce que c'est un catalogue que je suis en train de faire, de scènes que je mets les uns derrière les autres, de choses que moi j'ai pu vivre, ou dont je m'inspire, sans qu'il y ait un vrai crescendo, une vraie tension dramatique qui ferait qu'une scène en entraînerait une autre, ou serait la conséquence de la scène précédente. En fait, c'est une juxtaposition de scènes qui n'ont pas vraiment de conséquences les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est un problème en dramaturgie. Donc là, c'est aussi là-dessus qu'il faut que je travaille. Bien sûr que c'est important de voir comment la relation se noue et évolue, mais je dois le faire dans le contexte de l'intrigue. Tout doit être imbriqué. Donc là, il faut que je resserre les fils pour que tout se tienne, pour que la trame, elle soit pas trop lâche, ce qui fait que on se perd et qu'on décroche. Plus je travaille sur la préparation, la repréparation de l'Inde de Suraj, plus j'ai envie de m'y remettre. Je me retiens, parce que je sais que si je me relance dans ce projet, ça va être très très compliqué d'en décrocher pour revenir à l'essai comique derrière. J'ai eu des retours d'un de mes jeunes lecteurs dernièrement. Alors finalement, c'est pas celui de 16 ans qui lit mon texte, mais son frère qui lui a plutôt 19 ans. Alors il est un peu perdu dans les temporalités.
Donc ça, c'est quand même un retour qu'on m'a fait de temps en temps. La question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce que c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de lire une littérature un peu plus complexe ? Je lui ai demandé si c'est parce qu'il lisait de façon morcelée, il m'a dit que non, puis que normalement il comprenait quand même assez bien. Mais qu'est-ce qu'il lit d'habitude ? J'en sais rien, donc c'est là où c'est un peu flou quel regard lui il peut avoir. Il m'a dit aussi que le niveau de langue lui pose également un problème. Et ça c'est marrant, c'est quand même une réflexion que me font plus souvent les hommes que les femmes. Alors je sais pas si les hommes sont plus réfractaires à rentrer dans le contrat que l'auteur essaye de passer avec eux. Si l'auteur ne les convainc pas dès les premières phrases, ça les rebute. Parce qu'en fait, j'alterne entre langage un peu châtié et un langage un peu plus familier. Et ça le perturbe. Donc, il ne sait pas quel âge a ma narratrice. Pourtant, c'est pas faute de le dire. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Je pense qu'en effet, peut-être au début, le démarrage de mon texte, il est un peu flou au niveau de l'âge de ma narratrice, quoi. Je sais pas trop quoi en penser parce que moi, en même temps, j'aime bien. Et puis j'ai des retours où on me dit que ça marche très bien, donc je sais pas trop à quel sein vous voulez. Moi ça me va, mais imaginons ce sont les retours du diagnostic éditorial. Je fais quoi avec ça ? Parce que franchement, je me sens pas tellement capable de retravailler cette langue en fait. Moi j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voix, alors si on me dit que ma voix n'est pas la bonne, je sais pas trop quoi en faire quoi. On fait aussi ce qu'on peut quand on écrit. Si c'est vraiment un livre jeunesse, j'ai l'impression qu'il aura aucun public. Déjà parce que c'est une histoire qui se passe dans les années 90. C'est quand même un peu déconnecté du monde actuel. Même si on se pose beaucoup de questions autour des relations hommes-femmes, mais les choses ont beaucoup évolué, il me semble, depuis les années 90. Donc est-ce qu'un jeune, il va s'y retrouver là-dedans ? Franchement, je suis pas sûre. Ceux qui ont le plus aimé mon texte, ce sont les gens de ma génération. Les gens qui ont une quarantaine d'années. Hommes-femmes confondus. Même si les hommes ont émis beaucoup plus de réserves que les femmes. Bon, de toute façon, il va continuer à lire, ce qui est plutôt bon signe, puisque ça veut dire que ça l'intéresse quand même un peu. Il est un peu gêné par le format numérique, le fait de lire un texte sur ordinateur. Ça lui plaît moyennement, il n'est pas très habitué à ça. Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc il reviendra vers moi plus tard pour me dire s'il a lu tout jusqu'au bout, ce qu'il en a pensé de façon générale. Peut-être qu'il me signalera un peu les moments où il s'est plus ennuyé, qu'il a pas trop compris. Je lui ai demandé s'il trouvait ça drôle. Bon, il a pas eu l'air sensible à mon humour. Donc c'est pour ça, moi je suis pas sûre quand même que les jeunes ils captent trop le second degré que je mets dans mon roman, quoi. Ça me laisse pleine de questions. On verra. De toute façon, là je suis dans l'attente des retours du diagnostic, pour l'instant. Tant que je n'ai pas de retour, je n'y retouche plus. Il me reste encore 5 semaines à attendre, grand maximum, sauf si elle revient vers moi avant la fin du délai maximum. J'espère, j'attends, j'ai hâte. La suite dans les prochains épisodes. Et moi, je vais continuer ce travail autour de la dramaturgie. J'adore faire ça. C'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Je suis très contente de consacrer du temps à l'exercice que je fais aujourd'hui. Je pense qu'à force de me poser des questions, à force d'étudier, à force d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui fonctionnent le mieux et de les avoir tellement bien en main qu'ils deviennent comme des réflexes inconscients, je pense que ça peut m'amener à créer de très bonnes intrigues. Parce qu'une fois que j'aurai fini d'étudier la dramaturgie, je voudrais étudier Story de Robert McKee, qui est l'autre gros bouquin de dramaturgie que j'ai. Et ensuite, un livre dans lequel j'ai encore jamais mis le nez dedans, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est L'anatomie du scénario de John Truby. Sauf que bon, là où je suis un peu réticente, entre guillemets, c'est que il a l'air très didactique, et moi j'aime pas les choses didactiques. Et puis, je l'ai quand même entendu encenser Avatar 2, il me semble, alors que moi j'ai trouvé que le film proposait une intrigue basique, à la limite du caricatural, et encore, je suis gentille, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bien caricatural. J'ai trouvé que le seul intérêt d'Avatar 2, c'était les décors, qui sont magnifiques. La plongée dans une autre culture, le monde étrange qu'il nous propose. Et j'ai presque l'impression que l'intrigue, c'est un prétexte à nous faire découvrir l'univers qu'il a créé, et qui est magnifique, par contre.
Ça vaut le coup d'ailleurs de le voir en 3D, hein, parce que c'est magnifique. Mais l'intrigue en elle-même, elle m'a strictement rien apporté. J'ai trouvé ça plat au possible, du vu et du revu. Et que John Truby puisse encenser ce genre d'intrigue, franchement, ça me pose question. Je me dis, ouais, à quel point est-il maître en son domaine, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que je pense que je trouverai plein d'éléments passionnants, hyper intéressants dans sa méthode qu'il propose dans l'anatomie du scénario. Et le dernier peut-être pas, parce qu'à mon avis, après j'en ai encore d'autres à étudier, c'est la méthode Save the Cat. C'est pareil, j'ai envie de mettre un nez dedans. Ça, c'est les deux gros livres de dramaturgie auxquels je n'ai jamais eu accès. Mais bon, tout ça prend du temps, hein. Je vais peut-être arriver à bien avancer dans la dramaturgie d'Yves Lavandier avant d'avoir les retours du diagnostic éditorial. Après, je ferai de nouveau une pause une fois que j'aurai les retours et que j'aurai des corrections très concrètes à faire sur mon texte. Parce qu'après, une fois que j'ai les retours, il faut que ça avance, quoi. Alors, le problème, c'est que envoyer son texte en juillet-août, en maison d'édition, sachant qu'il prépare la rentrée de septembre, je pense que c'est un peu le pire moment de l'année. Le mieux, c'est plutôt d'envoyer en octobre, ce qui repousse carrément l'échéance. L'éventualité que je sois prise nulle part est toujours probable, hein. Tant que je me serais pas fait ne serait-ce qu'une toute petite place dans une maison d'édition, mon avenir littéraire sera très très incertain. Même si avec une place en maison d'édition, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une maison qui accepte mon manuscrit, c'est pas ça qui va rendre mon avenir littéraire absolument sûr et certain. Mais en tous les cas, ça sera une nouvelle étape de franchie sur le monde de la littérature. Qu'est-ce que c'est lent ? Qu'est-ce que je suis lente ? Je me dis que c'est peut-être parce que j'ai pas choisi la facilité. J'essaye de me dire que c'est pas parce que je manque de talent ou je ne sais pas quoi, parce que sinon je risquerais de raccrocher mes stylos ou de refermer mon ordinateur. Et je veux plus me laisser influencer par des pensées limitantes dans ce genre-là. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas faite pour l'écriture, que j'écrivais mal, que j'étais pas douée, que du coup ça ne servait à rien. Et aujourd'hui, même si évidemment les doutes ils sont toujours là et que la confiance en soi elle est assez aléatoire, j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Je préfère passer ma vie à tenter de me faire une place à la littérature française que de baisser les bras aujourd'hui en me disant de toute façon ça sert à rien, personne ne m'attend et moi je suis nulle. Au moins en tentant de me faire une petite place dans le monde littéraire, je fais quelque chose que j'aime. Et ça, c'est essentiel. Le lundi 3 juin 2024. Je continue à étudier la dramaturgie d'Yves Lavandier. J'en suis au chapitre 4, autour de la caractérisation des personnages. Et je viens de m'apercevoir d'un truc par rapport à l'Inde de Suraj. Alors déjà, pour reprendre les différents points qu'il évoque dans la dramaturgie, là, je suis en train de lire un passage où il explique ce qui, selon lui, rend les personnages attachants. La première chose, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Au contraire, ils ont plutôt pas mal de défauts. Ils ne sont pas manichéens, donc ils ont autant de défauts que de qualités, même si parfois il y a plus de qualités que de défauts, ou vice-versa. Et ils ont parfois une qualité remarquable, une compétence, quelque chose qui peut s'avérer utile pour l'intrigue. Ils vivent du conflit et ils se démènent. Ils n'attendent pas qu'on les sauve. Et donc, en faisant un peu la liste des défauts de mes deux personnages, je me suis rendu compte que Apolline, j'avais aucun mal à trouver ses défauts, ce qui était beaucoup plus compliqué pour Olivia. Donc, Apolline, c'est le personnage de l'essai comique. Olivia, c'est le personnage de l'Inde de Suraj. Ensuite, j'ai essayé de voir quelle était leur première qualité et peut-être leur petite compétence qui pouvait les servir dans l'intrigue. Pareil, j'ai eu aucune difficulté à trouver pour Apolline, ce qui était beaucoup plus compliqué pour Olivia. Ce qui veut bien dire que je la connais beaucoup moins qu'Apolline, hein. Elle m'échappe complètement. Et une dernière différence, grosse différence que j'ai trouvée entre eux, c'est que Apolline, elle est proactive. Elle se démène pour atteindre ses objectifs, il n'y a rien qui l'arrête, elle est prête à tout. Tandis qu'Olivia, à part le fait qu'elle part en Inde, donc là c'est de sa propre initiative, mais sinon elle agit beaucoup en réaction par rapport au conflit qu'elle vit. Et donc c'est pas elle qui maîtrise les choses. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on m'a souvent reproché qu'elle était passive, et un personnage passif, ça plaît beaucoup moins. On s'y attache beaucoup moins. Parce qu'on a envie d'avoir des personnages agissants. Donc là, en réalisant ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille sur le côté proactif d'Olivia.
Et je pense que ce qui donne cette impression, c'est-à-dire qu'elle a cet objectif de réalisation documentaire qu'elle oublie un peu en cours de route. Enfin, on n'a pas l'impression qu'elle y tient tant que ça à son documentaire. Et c'est vrai que moi, pendant très longtemps, je suis restée sur ce concept de départ, c'est-à-dire que le documentaire, c'était un peu un prétexte à voyager en Inde et à vivre une aventure. Mais vivre l'aventure, ça peut pas être un objectif. Parce que à quel moment on décide qu'elle a atteint l'objectif ou qu'elle a échoué? Et en dramaturgie, ça ne fonctionne pas. Il faut un objectif beaucoup plus concret, où une fois qu'on a terminé de regarder l'œuvre ou de lire le roman, on sait si le personnage a atteint, oui ou non, son objectif. Alors pour moi, là, c'est vraiment une règle dramaturgique incontournable. Il y a d'autres choses dont il parle pour rendre un personnage attachant, mais je l'ai pas encore lu, donc j'en parlerai plus tard. Il y a un dernier point qu'il évoque aussi dans la dramaturgie, c'est quand les personnages jouent à oui mais. Oui, j'ai envie de changer, j'ai envie d'atteindre mon objectif, mais j'ai soudain un doute. Alors j'ai pas encore étudié cette partie, donc j'aurais du mal à vous en parler. Je sais pas si je la comprends bien. Donc bon, je vais déjà regarder ça, et puis si jamais j'ai des choses à vous dire à ce propos, je reviendrai vous en parler. J'avais surtout envie de partager cette réflexion sur le fait que si on a un personnage qui n'est pas proactif, ça peut être agaçant pour un lecteur. Seulement, moi, le problème d'Olivia dans l'Inde de Suraj, c'est justement celui-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre sa vie en main. Le jour où elle tiendra beaucoup plus à son documentaire, ça la rendra de façon automatique plus proactive. Là où c'est compliqué pour moi avec l'Inde de Suraj, c'est que j'ai beaucoup de mal à choisir ce que je veux raconter. J'ai plein de choses que j'ai envie de dire avec cette histoire, et je m'en mêle souvent les pinceaux, et j'ai du mal à arrêter mon choix. J'arrête pas de tergiverser, de revenir en arrière, de changer de direction, et donc ça n'avance pas. Parce que créer une œuvre de fiction, c'est arrêter ses choix et aller dans une direction. Donc bon, je suis pas sûre d'être prête à me replonger dans cette œuvre, étant donné ce fait. Parce que si l'objectif d'Olivia, c'est de réaliser un projet et de prouver à tout le monde qu'elle est capable de mener un projet à son terme, et de se le prouver à elle-même par la même occasion, par ailleurs, elle pourrait avoir un objectif inconscient qui est qu'elle veut vivre une histoire d'amour passionnel. Et en fait, ces deux objectifs sont entremêlés. Mais ça me semble très très compliqué à jouer sur les deux tableaux et de le faire avec justesse et finesse. C'est là où je m'embrouille souvent parce que soit je vais plus dans une direction que dans l'autre. Le mardi 4 juin 2024. Ça y est, j'ai mon rendez-vous avec le diagnostic éditorial. Alors j'attends encore une confirmation, mais normalement ça devrait se faire le 25 juin. Donc évidemment, je vous parlerai des retours du diagnostic. J'appréhende un peu parce que si elle me dit que tout est à revoir, ça va me désespérer. Est-ce que j'aurai le courage de tout reprendre? Bon, j'espère en tous les cas en ressortir avec des outils pour pouvoir reprendre mon texte de la meilleure façon possible. Et j'espère surtout ne pas avoir un énorme retravail derrière parce que là, j'avoue que ça me décourage d'avance. Bon, on verra ce qu'il en est. Je ne veux pas faire des plans sur la comète. De toute façon, on n'y est pas encore. Je continue à étudier la dramaturgie d'Yves Lavandier. J'en suis au chapitre qui parle de la structure. Et j'ai réalisé, en analysant la structure de l'Inde de Suraj, que j'avais 2 débuts d'acte 2. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. En gros, la plupart des œuvres, 99% des œuvres, d'après Yves Lavandier, sont constituées de 3 actes. 3 actes dramatiques. Le premier acte, c'est la scène d'exposition avant que l'objectif soit déclaré au spectateur. En gros, la fin du premier acte prend lorsque le spectateur ou le lecteur a conscience de l'objectif du protagoniste et qu'en gros, cet objectif est clair, net et précis. Donc, pour l'Inde de Suraj, ça arrive au moment de la rencontre avec Suraj. Jusqu'à présent, on se demandait ce que Olivia faisait en Inde. Et là, ça y est. Même s'il y avait des petits éléments de réponse, je le déclarais pas clairement. On savait qu'elle avait un projet, mais on ne savait pas quoi, on ne savait pas en quoi il consistait, on ne savait pas pourquoi elle y tenait, etc., etc. Donc, à partir de la rencontre, on rentre dans le deuxième acte. Et là, le deuxième acte, j'ai 2 débuts. D'abord,
Suraj a un empêchement qui fait que Olivia ne peut pas commencer tout de suite à réaliser son film. Donc ça, c'est la première partie du deuxième acte. Alors, il se passe plein de choses pendant ce moment-là. Et le deuxième acte redémarre, on va dire, à partir du moment où ils partent, là où Olivia va vraiment pouvoir se lancer dans la réalisation de ce documentaire. C'est pas gênant, il y a beaucoup d'œuvres qui fonctionnent comme ça. C'est pas forcément conseillé, mais ça peut s'expliquer par rapport à ce que Yves Lavandier dit dans son texte. J'ai l'impression que je réponds un peu aux critères, enfin ça marche quoi. Et le deuxième acte prend fin avec le climax et on passe au troisième acte pour le dénouement. Le climax, ou en tous les cas la conséquence du climax, doit donner une réponse à la question dramatique qui a été posée tout le long du film. C'est ce qui fait que souvent dans les dénouements, on perd un peu son attention parce que on a eu ce qu'on voulait, tout ça. Alors là, moi, la fin de mon roman, en fait, à partir du second début du deuxième acte, je suis un peu perdue dans l'Inde de Suraj. J'ai plein de scènes qui me reviennent en tête, que je tiens à garder, mais je me souviens plus dans quel ordre elles viennent. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même un sacré problème de structure. Elles sont pas forcément placées logiquement parce que j'arrive pas à me souvenir de l'ordre des scènes. À mon avis, la construction, elle est bancale à partir du début de mon deuxième acte. Et puis là, comme il y a un gros changement qui va s'opérer dans ce texte, parce que j'ai décidé d'enlever un élément très important qui constituait la fin précédente de mon roman, mais j'ai décidé d'enlever tout ça parce que ça correspondait pas à ce que j'avais envie de dire. Du coup, ça me fait retravailler toute la fin et je sais pas trop comment y arriver. Ce travail que je fais là me permet d'analyser mon texte, de réfléchir mon texte et il est vraiment hyper intéressant. Un autre truc que j'aimerais faire pour bien saisir le personnage d'Olivia, mais ça je le ferai, je pense qu'une fois que j'aurai fini la dramaturgie d'Yves Lavandier et comme j'en suis dans le premier quart du livre, je suis pas sûre d'avoir terminé avant le 25 juin, ça m'étonnerait même. Mais ce qui serait génial pour mieux saisir le personnage d'Olivia, ça serait de reprendre là cette liste de qualités et de défauts et essayer de lui attribuer des caractéristiques et d'écrire des scènes qui mettent en situation l'une ou l'autre de ces caractéristiques. Ça me permettrait de mieux la saisir. Enfin, en tous les cas, j'espère, parce que je ne sais pas pourquoi ces personnages m'échappent, quoi. Pourquoi j'arrive pas à me tenir à une caractérisation qui ne bouge pas. Apolline, je sais pas, je l'ai bien en main, il n'y a pas de problème, je sais comment elle réagit à quelle situation. Olivia, pas du tout. Olivia, j'arrête pas de changer son tempérament. Et une fois que j'ai pris une décision, je n'arrive pas à m'y tenir, comme si je la comprenais pas vraiment, quoi. Et ça me perturbe. Pourquoi est-ce qu'elle continue à m'échapper ? Qu'est-ce que je peux faire pour la saisir, en fait ? J'ai pas tellement d'idées. Je sais pas trop quoi faire avec ça. De toute façon, pour le moment, je réfrène mon envie de me replonger dans l'Inde de Suraj, parce que il va d'abord falloir que je termine l'essai comique. Je suis beaucoup plus proche de la fin avec l'essai comique qu'avec l'Inde de Suraj, donc autant faire les choses dans l'ordre, parce que le premier objectif, c'est quand même de terminer un texte, d'envoyer un texte abouti en maison d'édition, pour avoir la chance d'être prise quelque part. C'est quand même hallucinant, tout ce processus, à quel point il est long, surtout pour moi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'écoute à peu près tous les podcasts qui sortent autour de l'écriture. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui font des podcasts et qui ont commencé leur podcast après le mien et qui en sont déjà à plusieurs publications, qui publient à tour de bras. Et même si on a beau dire qu'il ne faut pas se comparer, évidemment que je me compare, comme tout le monde. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Moi, j'ai commencé à écrire l'Inde de Suraj en 2017, soit avant le confinement. Aujourd'hui, j'entends les interviews d'auteurs qui ont commencé leurs textes pendant le confinement. Et aujourd'hui, ils sont publiés. Et moi, je suis toujours là, avec aucun texte vraiment abouti, donc aucune chance d'être accepté en maison d'édition, et surtout aucune publication. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas tous logés à la même ancienne. Bon, après, j'ai quand même conscience qu'on n'écrit pas forcément les mêmes choses. Et j'espère que ça va changer. Parce que j'ai envie d'écrire tellement de choses qu'il faudrait que je sois un petit peu plus efficace dans ma manière de procéder. C'est tout
pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, vous pouvez également m'écrire à l'adresse suivante, aurelia.écriture@gmail.com. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci pour votre écoute, bon début d'été, bonne semaine à vous et à très bientôt.